Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. J'espère que vous êtes en forme ce soir, que tout va bien pour vous. Bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà là en direct et bienvenue aux personnes qui vont nous regarder, vous qui allez nous regarder en replay, que ce soit sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie ou sur YouTube. Alors, ce soir, nous allons parler de bonheur. Peut-on tout avoir? Comment peut-on naviguer au quotidien dans un sentiment de bonheur? Telles sont les questions ce soir que nous allons aborder avec Audrey Carsalade, qui est coach business spirituel. Le bonheur professionnel et le bonheur personnel à portée de main, c'est le thème de ce soir. Bonsoir Audrey. Bonsoir Charlotte. Alors, ce soir, avec toi, nous allons voir quelle est la différence et quelle est la définition entre la joie et le bonheur. Et oui, souvent on pense à la joie quand on pense au bonheur, mais quelles sont les subtilités et les différences entre ces deux termes? Nous allons aussi voir le rôle de notre mental sur notre état d'être. Nous allons identifier les leviers de transformation et réécrire l'histoire. Et puis, vous allez pouvoir échanger, poser vos questions dans le chat pour les personnes qui sont en direct et je les transmettrai petit à petit à Audrey. Alors, c'est parti, on y va. On va parler du bonheur, on va parler de la joie, on va parler du bonheur professionnel et personnel. Et simplement, juste avant ça, Audrey, est-ce que ça serait possible pour toi de nous en dire un peu plus sur toi, en quelques mots? Je suis Audrey Carsalade. Je suis effectivement coach business et praticienne en chamanisme. On appelle ça aussi des femmes médecines, mais c'est vrai que c'est un terme, même si c'est le terme le plus adapté, que j'utilise un petit peu moins, parce que parfois il prête à confusion et il vient, finalement, certaines personnes pensent que du coup il y a une forme, enfin de médecin, alors que pas du tout. C'est vraiment une traduction, littérale, qui est une traduction anglaise de woman medicine en man medicine. Donc voilà, je suis également naturopathe, coach bien-être. C'était ma première reconversion. Je suis formée en EFT, qui pour ceux qui connaissent, c'est des tapotements sur des méridiens et c'est une technique de libération émotionnelle et je suis également formée en Human Design. Mais disons que donc j'utilise tous ces outils, mais disons que j'accompagne, particulièrement des personnes, entrepreneuses qui, qui souhaitent se lancer, qui souhaitent vivre de leur activité et c'est vrai que l'entrepreneuriat est un levier, d'introspection, très puissant puisqu'il vient nous confronter à nos plus grandes peurs, la peur de pas être aimé, la peur de pas gagner sa vie, enfin voilà, il y a pas mal de choses et également, sous forme de retraite ou et cetera, j'accompagne également, des personnes qui sont pas forcément entrepreneurs. Mais voilà, au travers du chamanisme, parce que le chamanisme est une voie de révélation directe de qui l'on est, et à mon sens une voie pour, réellement trouver le bonheur. En tout cas, c'est, moi de mon expérience, l'expérience aussi des gens que j'accompagne et l'expérience, des gens qui ont pu vivre aussi cette transformation. Voilà. Merci Audrey. Alors par où commençons-nous ce soir avec le bonheur? C'est-à-dire, hein? Quelle est la Ah! différence? Quelle est la différence? Oui, est-ce que tu veux commencer par ça? Quelle est la différence entre le bonheur, et la joie? Je pense que c'est une question, la première question qui ouvre justement, toutes les autres portes. Je dirais que la joie, elle est, temporaire et elle est souvent basée sur des éléments extérieurs, alors que le bonheur est un état d'être. Alors, en général, bien sûr, on peut avoir nos contrariétés qui arrivent, somme toute à chacun. Simplement, on aura davantage de recul et surtout, je pense qu'on dépendra moins de l'extérieur pour, créer sa notion de bonheur et c'est, à mon avis, tous les clés de levier qui vont découler après de cette conférence et de comprendre que, nous avons une forme de responsabilité de notre bonheur qui est pas forcément innée parce que, parce qu'on est avec des croyances, on est avec plein de choses et on a des expériences plus ou moins douloureuses. Je pense qu'on a moi j'arrive à un âge,
pas très, très loin, entre 45 et 50 et j'arrive à un âge où on a tous finalement vécu, des bobos à l'âme, plus ou moins douloureux et et de ce fait, je pense que c'est intéressant de comprendre que nous sommes créateurs de notre propre bonheur et lorsqu'on comprend qu'on est créateur de son propre bonheur, finalement, on peut être dans cette notion de choisir plutôt que de subir. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est ce que aussi ce que le chamanisme apporte, c'est une voie de puissance personnelle, incroyable. Donc voilà, je dirais que la joie est plutôt, extérieure et temporaire, alors que le bonheur, il est vraiment interne et persistant et c'est ça qui change tout, en fait. OK, très bien et alors comment on accède à ce bonheur? Je crois qu'il y a plusieurs, leviers. Alors je pense vraiment que le chamanisme est, ce qu'on appelle une voie de révélation directe, donc aide énormément. Je dis pas que c'est la le seul moyen, mais qu'en tout cas, c'est, un moyen, vraiment très, très puissant parce qu'il va directement, appuyer finalement sur des nœuds. Appuyer sur des nœuds énergétiques, des nœuds émotionnels et nous montrer à la surface, ce qu'on est prêt à laisser sortir. L'idée est pas de dissocier les gens, c'est-à-dire qu'ils explosent en plein vol parce que ce qui, remonte à la surface est trop douloureux et du coup, ils n'arrivent pas à l'absorber, mais au contraire que ce soit quelque chose qui soit finalement sous-jacent et prêt à émerger et un peu comme on déroule une pelote de laine, finalement, on vient de se libérer, hem c'est assez intéressant de regarder qu'en fonction du pays où on est, des gens qui nous entourent, à quel point nos croyances peuvent être différentes et notre façon de vivre complètement différente. Et lorsque on vient se libérer de toutes les croyances, de tout ce qu'on nous a inculqué dès la naissance, alors on peut, commencer à définir sa propre notion de bonheur. C'est un petit peu ce qu'on voit, et ce qu'on pourrait définir comme la crise de la quarantaine. C'est finalement, on a coché toutes les cases de ce qu'on nous a vendu, ou ce qu'on a cru comprendre pour être, quelque chose qui nous amènerait vers le bonheur. Donc je vais être très cliché, mais avoir le job de ses rêves, la maison, les pare soleil Winnie l'ourson, l'homme ou la femme et cetera, les enfants et finalement on a fait beaucoup, souvent beaucoup de sacrifices pour arriver à ça, à beaucoup de concessions et on arrive à obtenir cette, reconnaissance et finalement, so what après? Et on arrive souvent à des quêtes de sens parce que la construction a été basée sur l'extérieur et sur des schémas qu'on nous a vendus, notamment en Occident, mais pas que, hein, qu'on nous a vendus et qui étaient finalement synonymes de réussite et in fine de bonheur. Donc je pense que il y a plusieurs choses, mais je dirais que la première des choses, c'est de commencer à regarder au niveau de l'enfant intérieur. Je ne sais pas si les gens qui sont présents en ont déjà entendu parler. L'enfant intérieur, c'est finalement une partie de nous-mêmes qui a besoin et envie d'être aimé pour ce qu'il est, tel qu'il est. Donc sans masques sociaux, sans peur de l'extérieur, un peu comme un enfant ou un nouveau-né et aimé inconditionnellement pour ce qu'il est, encouragé pour ses premiers pas, félicité, il y a parfois même des ovations et je crois qu'on a simplement, envie d'être aimé, pour qui l'on est profondément. Seulement parfois on sait même plus qui l'on est, parce qu'on est le qui l'on est vraiment est caché sous une tonne d'injonctions, de faire plaisir. Il y en a des gens qui sont des personal pleasers, donc qui font plaisir. Et qui, ont peur, de changer la donne et qui se rendent bien compte que finalement ils donnent à fond perdu et que énergétiquement c'est, hyper, vampirisant, mais simplement il y a une peur de, «OK, si je me repositionne, est-ce que les gens vont continuer de m'aimer?» Il y a aussi cette quête du toujours plus extérieur et avec cette notion finalement d'un ego qui est souvent blessé et qui a besoin du toujours plus, parce que plus la voiture sera grosse, plus, les seins seront énormes, je sais pas pourquoi je pense à ça, plus finalement, on attirera le regard et donc ce sera une forme d'amour. Mais lorsque on vient travailler sur l'enfant intérieur, lorsqu'on vient travailler sur cette pleine autorisation à nous-mêmes nous aimer tel qu'on est, pour qui l'on est, avec, tous nos bagages, toute notre histoire et toutes les merveilles qu'on a à l'intérieur de nous et aussi, hem et aussi nos j'allais dire
Les choses qu'on aime peut-être un peu moins, mais si on embrasse l'ensemble, donc on appelle ça, les choses qu'on aime un peu moins, on appelle ça, finalement la part d'ombre du chercheur de lumière. Mais si on se met à embrasser chaque partie de nous-mêmes, alors on peut commencer à s'autoriser à s'aimer et c'est pas forcément simple et lorsqu'on vient travailler sur l'enfant intérieur, on vient travailler sur des traumas anciens, qui ont été cristallisés, et souvent on appelle ça des exilés. Je ne sais pas si les gens en ont entendu parler? Mais c'est des, parties de nous-mêmes qui ont été tellement heurtées et puis nous, en tant qu'adultes, si on regardait ça aujourd'hui, on n'aurait pas du tout la même lecture, mais à l'époque, on était enfant, on était plus vulnérables, peut-être plus sensibles et ces parties, elles ont été traumatisées, donc elles ont choisi de s'exiler, c'est-à-dire de se dissocier de qui l'on est. Cette dissociation permet un bon fonctionnement. C'est un petit peu comme s'il y avait une cellule un petit peu, faux-folle, donc on préfère la mettre de côté. On a des managers et des pompiers qui contrôlent cette part, pour nous permettre de fonctionner, normalement. On a plein de parts, on est fait de, je sais pas, 80-100 parts. Heureusement qu'on les a parce qu'elles nous permettent de nous laver les dents, de nous lever le matin, ça me permet de parler, de rassembler tous mes neurones et mon énergie et on a, en moyenne 7 à 10 parts qui sont des exilés, donc des parties qui ont été traumatisées et qu'on a dissociées de nous-mêmes pour nous permettre de continuer à exister et à avancer, sans être trop de guingois et lorsqu'on va, chercher ces parties, donc on le fait, en psychologie, hein, moi je connais la méthode de Jung, mais je sais en psychologie, on va chercher, ces parts, c'est juste un autre nom. En chamanisme, on appelle ça un recouvrement d'âme, c'est-à-dire vraiment aller retrouver cette âme et la ramener à soi et qu'est-ce que ça permet? Bah, déjà, ça permet de venir nettoyer enfin cette histoire, de venir libérer le trauma et de venir se sentir complet et donc déjà, lorsqu'on fait ce travail, au fur et à mesure, on réapprend à embrasser toutes les parties de nous-mêmes et à s'aimer. Donc on pourrait dire déjà que travailler sur l'enfant intérieur, avec ma vision, chamanique est quelque chose qui change la donne sur, plein de choses. Moi, j'ai vu des personnes que j'accompagnais, qui étaient persuadées qu'elles auraient jamais d'enfants, parce que, parce qu'elles, voilà, elles pensaient que c'était pas fait pour eux, qu'elles en voulaient pas et elles sont rentrées, dans un de mes accompagnements et finalement alors que c'était même pas l'intention qui était posée et finalement elles se sont aujourd'hui, c'est une personne, qui est enceinte et qui va être maman, d'ici peu, mais c'est en fait, elle est venue récupérer, quelque chose de douloureux, de la perte de son père et cetera, quelque chose qu'elle avait complètement dissocié d'elle-même et qui lui faisait penser qu'elle voulait pas d'enfant. Donc ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui veulent pas d'enfants ont forcément des exilés, ça peut être un vrai choix, je le précise aussi. Mais voilà, ça permet de s'aimer pour de vrai et donc dans cette notion de quête du bonheur, l'enfant intérieur est intéressant. Mais on peut aussi, ça permet de travailler sur sa puissance personnelle, apprendre à dire oui, apprendre à dire non, apprendre à marcher sa parole. C'est Gandhi qui disait que, nos croyances devenaient, nos pensées, que nos pensées devenaient nos paroles, que nos paroles devenaient nos actes. Et que nos actes devenaient notre destinée et je crois que lorsqu'on va à la source et qu'on commence à remettre un petit peu de clarté dans ce qu'on était persuadé, d'être vrai et qu'on se dit: «Si est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que finalement, les hi ou est-ce que c'est des histoires que je me raconte?» On peut se mettre à penser différemment de nous-mêmes, de la vie. Hem, Par exemple, c'est pas parce que, j'ai eu des relations amoureuses, difficiles que, je suis, foutue à vie et que je peux pas, un jour rencontrer quelqu'un et être profondément heureuse. Mais simplement si ça a été quelque chose de très traumatique, parce que j'ai été trompée, parce que j'ai été bafouée, parce que la personne, j'arrive pas à l'oublier, par exemple, et que j'arrive pas à faire le deuil et que je reste dans cette histoire, alors ça a une incidence finalement sur, là, je spoil un petit peu l'atelier qu'on aura sur les synchronicités, mais ça va avoir une incidence sur les synchronicités, les opportunités qui vont se présenter, bien entendu. Donc travailler sur, son enfant intérieur, sur sa puissance personnelle, sur son intégrité, le fait de se regarder dans la glace et de savoir qu'on n'est pas en train de mentir aux autres, on n'est pas en train de mettre un masque social. On est tel qu'on est dans la vie, et on peut s'adapter, pour pas envoyer chez tout le monde, mais qu'on est, vraiment identique, ça permet, vraiment tout d'un coup
Oui, d'accéder vers le bonheur, je dirais que déjà, c'est 2 premières choses. Après, on pourrait parler de liens transgénérationnels, de choses comme ça, mais déjà rien que ça, on avance pas mal. Oui, c'est finalement, être plus tranquille aussi, avec, soi peut-être? Oui, c'est faire la paix a avec son passé, c'est faire, c'est pardonner. C'est quelque chose qui n'est pas simple de pardonner. Le pardon est très libérateur, pour nous-mêmes en premier lieu et il y a plusieurs formes de pardon. Il y a le pardon intellectuel, il y a le pardon du cœur. Ou vraiment, le pardon du cœur, il est un petit peu lorsque tout d'un coup, on arrête d'être dans cet ego trip sans aucune, forme de jugement, parce que moi, ça m'arrive, hein, parfois d'être comme on a pu me faire ça à moi, le fameux me, myself and I, où on est vraiment auto-centré sur comment cette personne a pu me faire un truc pareil, quoi? Comment c'est possible? Et à un moment, lorsqu'on a digéré ça, parce que oui, c'est un fait, hein, hem et tout d'un coup, on peut passer au à la libération du pardon émotionnel, qui est de tout d'un coup, je switch de posture. Dans quel état est le cœur de l'autre pour qu'il ait pu agir ainsi? Et on parle souvent de, de karma, et le karma est une forme de pour ceux qui croient à la réincarnation, donc je me réincarne et je choisis d'expérimenter quelque chose, mais on parle aussi de voiles karmiques et les voiles karmiques sont les voiles qu'on vient se tisser au fil de notre expérimentation et si je j'ai une mauvaise image de moi, si je me dégrade inconsciemment, si je me suis inventé une histoire, si j'ai menti sur qui j'étais en profondeur, parfois je suis tellement plein de voiles et que si je pense que c'est normal de faire des saloperies aux autres parce qu'après tout, coûte que coûte, il faut que je m'en sorte moi aussi, alors, je me mets à agir ainsi. Mais c'est parce qu'à la base, c'est parce que mon cœur a été entaché de souffrance que je me positionne comme ça. Il y a un livre très joli qui s'appelle Mère qui est une canalisation d'une conversation avec la forêt amazonienne et dans ce livre, il y a une phrase que j'adore qui dit: «L'intention est bonne, mais le cœur n'est pas pur» et je pense vraiment que lorsqu'une personne agit de façon pas très chouette à notre égard, alors déjà, il y a nous, ce qu'on projette de qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qui est pas chouette, il y a le jugement de valeur, mais derrière ça, c'est que l'intention finalement, elle est bonne. Elle est, de faire des choses pour la personne. Par exemple, on vous pique un job, bah, c'est parce que cette personne, elle se dit: «Moi, mais moi j'ai besoin de ce job». Hem, mais le cœur n'est pas pur, c'est que du coup, elle a tellement été malmenée par la vie qu'elle est capable, de vous mentir sur l'heure du rendez-vous pour que vous y soyez jamais, à l'entretien et que vous ratiez, finalement l'entretien. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est qu'en fait, parce qu'elle a, vécu dans un monde où c'était un monde de requins, un monde où c'était chacun pour soi. La seule façon de se comporter pour elle est d'agir comme ça, mais parce que son cœur a été meurtri. Lorsqu'on a un cœur pur, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, pardon, de faire le job, c'est que ça évite après hem, de venir s'abîmer soi-même, de se mettre des voiles karmiques qui finalement, nous éloignent du bonheur et puis ça évite aussi, de prendre les autres pour notre poubelle. Les autres ne sont pas notre décharge émotionnelle, ils ne sont pas en prendre plein les dents. Donc c'est aussi ça, aussi, cette puissance personnelle, c'est une notion de responsabilité à un moment de pas prendre les gens pour des décharges émotionnelles et pas se jeter sur eux. Mais donc pour revenir à ce pardon émotionnel, c'est un moment de tout d'un coup arrêter d'être auto-centré sur notre propre douleur. Simplement comprendre que si l'autre a agi ainsi, c'est parce qu'il avait une forme de douleur, et une forme de vision de la vie qui fait qu'il a fait au mieux avec qui il était. Et depuis cet espace, ça ne veut pas dire qu'on veut que cette personne, elle reste dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on a envie que cette personne, elle soit, de la côtoyer de nouveau. Simplement, on peut lui pardonner parce qu'on comprend que finalement, dans quel état est son cœur pour qu'elle puisse agir ainsi. Et le pardon spirituel, c'est qu'il y a pas à pardonner, en fait. C'est qu'on est tous des êtres, de même lumière, qu'on vient tous de la même source et que simplement, effectivement, la personne, elle est en prise avec des parasites intérieurs, que son intention était pure, que l'intention était bonne, mais que son cœur est meurtri et donc au final, il y a même pas à pardonner, en fait. Donc voilà, je sais pas si c'est plus clair. Oui, je trouve ça intéressant de différencier, les
les 2 et je te rejoins sur le deuxième pardon. En effet, il n'y a pas forcément peut-être à pardonner, mais après, tout est une question de, voilà, de point de vue aussi, hein. Je ne sais pas, quelle idée, vous partagez, ou pas sur, le pardon. D'ailleurs, vous pouvez, échanger là-dessus, dans le chat. Ça sera avec, plaisir aussi, d'approfondir, peut-être, de rebondir sur, vos remarques. Merci. Tout à l'heure, tu as parlé, de puissance, personnelle. Comment on sent qu'on est dans sa puissance ou qu'on ne l'est pas? Je dirais que c'est, énergétique, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'alignement des chakras pour si ça parle aux personnes. Il y a une forme de, moi j'aime beaucoup, cette notion de, des pieds ancrés dans la terre et la tête connectée aux étoiles, comme si vraiment on était un prolongement, on est ancré, enraciné, être ancré, c'est être capable de mettre des actions en place, c'est de vivre cette expérience terrestre et être connecté aux étoiles, c'est vraiment être connecté à une dimension plus subtile, bien plus large que ce qu'on nous a toujours proposé et qu'on pense qui existe. C'est-à-dire que pour moi, on a beaucoup plus de dons qu'on ne pense, de, canalisation, de télépathie. «Ah bah tiens, je pense à quelqu'un, tout d'un coup, il m'appelle». Je pense que, aujourd'hui, notamment en Occident, on n'est même pas à 10 de notre potentiel. De toute façon, on est très clairement en deçà du potentiel de ce que l'on peut faire. Mais en Occident, on est tellement cartésien que du coup, c'est plus compliqué de passer, certains espaces et de rentrer, en connexion avec son âme. C'était quoi ta question, pardon? Du coup, comment la Comment on puissance sait que personnelle, ouais. puis voilà, tu parlais de la puissance personnelle, donc souvent, vient la question, bah, finalement, comment on sait qu'on est dans sa puissance? Est-ce qu'on ressent quelque chose ou qu'on n'est Ouais, pas dans sa puissance? ouais, Parce que là, en je fait, c'est toujours des, alors il y a rien de, c'est des mots qu'on emploie souvent, voilà, on est connecté, en même temps relié à la terre, poser des actions, mais voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la vie alors, de quelqu'un heu qui est, en lien, qui développe, qui est habité, qui est en connexion avec, sa puissance personnelle. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Et finalement, alors le parcours, pour, j'allais dire pour y arriver, pour, révéler peut-être parce qu'on c'est déjà, là, on t'en a déjà parlé, avec, notamment l'enfant intérieur et puis, peut-être aussi, d'autres, choses. Mais là, oui, comment on sait qu'on est dans cette puissance? alors déjà, il y a quelque chose qui est de l'ordre, du subtil et ça, j'y reviens, mais j'insiste lourdement, parce qu'en chamanisme, c'est très difficile et d'expliquer, c'est vraiment de venir expérimenter et de sentir, en fait, qu'il y a un switch énergétique qui se passe en soi. Il y a une forme de posture, donc ce switch énergétique, il va se voir parce que tout d'un coup, on ne tiendra plus droit, parce que tout d'un coup, on viendra poser ses limites de ce qui est OK, pas OK à l'instant T pour nous, heu parce que c'est juste pour nous et parce que c'est aligné, qu'on sent les choses et qu'on sort du personal pleaser et que si on sent que ça va pas être aligné, on va pas y aller pour faire plaisir à l'autre. C'est pas qu'on souhaite ne pas lui faire plaisir, c'est qu'on sent que c'est pas juste. Je dirais que sa puissance personnelle, c'est une capacité à, encore une fois, marcher sa parole, à avoir des mots alignés avec ses actes et je me rends compte que c'est pas simple, que beaucoup de gens ont du mal à être alignés entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Je crois que sa puissance personnelle, c'est oser, par exemple, emprunter la voie du chamanisme, même si, on vous prend pour une folle ou, tout d'un coup vous allez passer pour quelqu'un de perché. Mais comme vous êtes en pleine puissance, vous gardez votre calme et vous expliquez que vous comprenez que les gens, ne suivent pas ce que vous-même vous étiez une ultra cartésienne, bonjour, mais que, que c'est important à un moment de faire un pas en avant pour montrer que ça existe et d'embarquer les gens parce que du coup, on vient les inspirer. Je crois qu'on rend service à personne et c'est là où tout d'un coup cette puissance vient s'installer. On ne rend service à personne en se faisant toute petite. Pour plusieurs raisons. «Oh là là, les gens vont me juger», donc du coup, alors tout le monde reste en arrière, tout le monde se fait tout petit et on voit personne, hein, et on est dans une forme de tout petit. Hein, je ne veux pas utiliser le mot médiocrité, mais finalement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, je sens que je pourrais faire des choses, mais finalement, je reste dans une zone de confort absolu, voire même en deçà
parce que j'ai tellement peur que si je fais un pas en avant, de tout ce que je risque et je ne rends service à personne parce que, finalement, vous allez inspirer d'autres personnes qui n'oseraient pas. Moi, c'est aussi ça, dans mes accompagnements, que ce soit en coaching et cetera, sans rentrer dans les détails, je pense qu'il y a une forme d'inspiration, c'est-à-dire que les gens, à un moment, se disent: Moi, régulièrement, j'ai des personnes qui me disent: «De toute façon, toi, tu t'en fous». C'est pas vrai que je m'en fous. S'en foutre, c'est ne pas émettre d'importance au ressenti de l'autre. Si l'idée, c'est pas de faire de la peine aux autres, c'est pas de les blesser. C'est pas, si je vais dans un dîner et que les gens sont ultra cartésiens, je vais pas sortir mon hochet et parler de chamanisme. Je suis complètement capable, hem, je suis complètement capable d'avoir une autre conversation, en fait. En revanche, donc j'ai pas besoin de parler de chamanisme pour exister. En revanche, je crois vraiment que la puissance personnelle, c'est un moment, ouvrir et avancer et oser, dire qui l'on est et oser, l'authenticité d'être soi et ne plus avoir peur d'être soi et je crois qu'en plus c'est un cercle vertueux, c'est que plus on ose être soi et qu'on se rend compte que finalement on n'est pas mangé par des couleuvres, plus ça nous embraye à, s'autoriser à explorer des nouvelles facettes de nous. Parce qu'on est tellement coincé, avec des croyances que, finalement, on ne sait souvent pas qui l'on est et plus on ose incarner cette puissance personnelle qui va être au quotidien de poser ses limites, si tu veux, des choses qui très concrètes, d'oser se dire: «Bah, ça finalement, je sais que c'est une voie toute tracée, mais ça ne me parle pas». C'est oser se positionner, c'est oser prendre la parole, c'est oser mettre ses limites, c'est aussi oser rêver et ça va être une forme de cercle vertueux, en fait et c'est une forme de posture. Là, par exemple, ma voix change tout d'un coup parce qu'il y a une forme de conviction qui fait que et c'est un alignement énergétique que je sens aussi à l'intérieur. C'est une forme d'affirmation de qui je suis. Encore une fois et c'est pour ça que je fais très attention qu'il n'y ait pas de l'ego. L'ego, c'est ce besoin de prendre l'espace. L'ego, c'est aller au-delà de qui je suis parce que justement, je suis dans une blessure. La puissance personnelle, c'est une posture et une intégrité et une authenticité par rapport à nous-mêmes et aux autres. Donc c'est en ça où vraiment c'est intéressant de ne pas confondre l'ego trip de la puissance personnelle qui pour moi sont très différentes. Puissance personnelle, ce qui est juste Oui, pour nous, oser s'affirmer dans nos convictions, on rayonne, tout à fait. À voilà. dissocier vraiment de cette notion d'ego, de moi-je, hem, il y a c'est vraiment marcher sa parole et il y a une forme d'intégrité qui pour moi, elle va de facto avec la puissance personnelle. S'il y a pas une intégrité, alors ce n'est pas une vraie puissance personnelle, mais on est plutôt dans une forme d'ego trip. C'est pareil, sans jugement de valeur, on fait tout ce qu'on peut avec qui l'on est, nos blessures et on avance, au mieux, en fait. Est-ce que c'est plus Merci. clair? Heu, oui, oui, alors je pose, pour moi, c'est clair. J'espère que pour vous, ça l'est aussi. Je pose la question, voilà, d'un point de vue général pour que Oui, ça oui, bien s'applique sûr, c'est à pour ça que je tous. demande si c'est plus clair et si c'est Alors, plus est-ce clair que c'est pour plus tout le monde. clair pour vous? Alors c'est peut-être pas non plus, une préoccupation de votre part, mais si c'en était une, vous pouvez, eh bien, partager et merci, Virgone Rosa d'avoir, aussi partagé votre point de vue sur, la Mmh mh. puissance, personnelle et c'est intéressant de voir comme tu dis que, il y a une différence entre la puissance et puis quand, ça va être, récupéré par, «l'ego» entre guillemets et qu'on est davantage, dans la blessure et donc, en mode, Exactement. réactionnel. Mmh et bah, le tout c'est des fois de le voir. Mmh. Très bien. Par quoi souhaites-tu, continuer? Alors, si on est sur cette notion de bonheur, je Mmh. crois que donc on a parlé de l'enfant intérieur, on a parlé de la puissance personnelle, Mmh mh. on pourrait parler aussi, du transgénérationnel dans lequel on travaille Mmh. beaucoup en chamanisme, qui est, finalement ce qu'on transmet de génération en génération sans parfois s'en rendre compte.
mais des histoires, liées à l'argent, par exemple. Moi, je travaille beaucoup, là-dedans, dans le coaching business, hein, dans des entrepreneuses, avec des histoires familiales de, personnes d'un certain milieu, pas forcément aisées et où lorsqu'il y a des réunions à table, bah, oui, mais nous, on n'est pas des gens riches et il y a cette forme de comme s'il y avait une forme de trahison finalement familiale. Donc ça, c'est des choses qu'on entend et qu'on arrive à identifier, hein. Et puis il y a des choses qui sont de l'ordre du non-dit, qui fait qu'on va particulièrement investir, plutôt les femmes, plutôt les hommes, qu'on va surprotéger souvent les femmes. Je crois que si on croit, aussi à tout ce qui est réincarnation, on a toutes, nous-mêmes ou dans notre lignée des sorcières qui ont été brûlées ou en tout cas des lignées de femmes à nettoyer. Hem, donc il y a quand même pas mal de choses qui ont besoin d'être libérées parce que c'est, des expériences de nos ancêtres qui ne nous appartiennent pas dans cette vie-là. Et en même temps, souvent lorsqu'on parle de transgénérationnel, on vient parler justement de cette lourdeur. «Ah là là, le transgénérationnel, c'est lourd, on se tape ça de famille en famille et cetera, de génération en génération». Mais il y a quelque chose qui est formidable, c'est le soutien de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'on est leur plus grand rêve, que c'est aussi grâce à eux si on est là aujourd'hui. C'est grâce, à tous les sacrifices qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont Hem, fait comme choix, toute la résilience que nous sommes là aujourd'hui, hein. Et donc, il y a une forme de gratitude qu'on peut avoir, vis-à-vis de nos ancêtres et de 2, hem, c'est nos plus grands soutiens. C'est vraiment des personnes qui, si on les appelle et si on travaille dans le monde un peu subtil, qui peuvent être d'une aide, très précieuse pour, justement mettre en place des synchronicités ou pour nous amener vers cette quête de bonheur, pour nous montrer, finalement l'essentiel. Souvent, on attend et moi la première, d'avoir un gros crash dans sa vie pour, tout remettre à plat et se remettre en question. Parce qu'encore une fois, on a construit, cette petite pyramide sur, ce qu'on croyait être juste et lorsque tout s'écroule, là, tout d'un coup, on fait, table rase de ce qui a pu être pour essayer de voir, ce qui pourrait être, notre, nouvelle, vie ou notre vie autrement. Donc il y a beaucoup de gens, moi que j'accompagne qui ont fait des burn-out, hem, qui ont eu des grosses ruptures, des choses où voilà, ils sont allés dans le mur en fait et il y a aussi une forme de pardon d'ailleurs là-dedans, de, pas lorsqu'on est en burn-out et qu'on met, parfois des années à s'en remettre. Lorsqu'on perd, l'être aimé, parfois, le plus dur c'est de se pardonner à soi-même et en fait, on a fait du mieux qu'on pouvait. Il y a vraiment cette notion de comprendre qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec les enseignements et les croyances qu'on avait. Donc je crois que le bonheur aussi, il y a un gros travail de se pardonner soi-même. C'est un travail immense de se pardonner soi-même. C'est quelque chose où, on peut être tellement dur avec nous-mêmes. Je crois que d'ailleurs c'est un des plus gros points, c'est d'apprendre à se pardonner. Se pardonner de ne pas avoir à la hauteur de nos rêves, de pardon de se libérer des attentes qu'ont pu avoir nos parents vis-à-vis de nous-mêmes. Hem, Se pardonner de pas avoir fait mieux parce que on n'a pas pu faire mieux parce qu'on était tel qu'on était avec les connaissances qu'on avait à cet instant T et que c'est parce que, on a fait cette expérience et parce qu'on l'a vécu, parfois en se prenant vraiment le mur, que derrière, on est aujourd'hui qui l'on est. Et donc, je crois qu'aussi le bonheur va passer par le fait de comprendre les enseignements de ce qui a pu se passer dans notre vie. Et le chamanisme aide beaucoup pour ça, en plus d'une psychanalyse ou d'aller voir, pour vraiment mettre des mots sur ce qui a pu se passer, hein. Il y a, ce fait de donner un sens à ce qui s'est passé, de donner un sens à, des traumatismes, à des blessures et hem et pour moi, dans une forme de deuil, par exemple, il y a l'accueil, qu'il faut surtout pas mettre sur le tapis, sinon ça devient des exilés, si jamais on n'en parle pas. Donc il y a l'accueil, des émotions, l'accueil de la peine, l'accueil de la souffrance, qui doit en aucun cas être refoulé. Hem Et puis après, il y a la digestion et de voir finalement, qu'est-ce que ça m'a appris? De moi-même, ça peut être la résilience, ça peut être, tellement de choses
et si on parle de puissance personnelle et si j'arrive à comprendre la leçon, alors ça devient une puissance personnelle énorme. Moi, j'ai déjà été trahie par des personnes très proches et ça m'a tellement blessée, tellement heurtée, tellement c'était tellement hors de propos de mon cadre, amical, de mon cadre, amoureux, de ma structure dans laquelle je pouvais vivre et penser. Ça a tellement été quelque chose de douloureux et digéré qu'aujourd'hui, finalement, je me remets très vite d'une rupture, beaucoup plus vite d'une re de j'ai une autre vision de la rupture, sentimentale, une autre vision de la séparation de l'amitié. Aujourd'hui, je sais que je profite pleinement de l'instant présent, comme, en parlent souvent les bouddhistes. Il y a moins ce lien d'attachement aux choses, même si je peux avoir de la peine. Je vais rebondir beaucoup plus facilement et lâcher prise, parce que si la personne a envie de s'en aller, à quoi ça sert de la retenir? C'est que finalement on n'est plus heureux ensemble et que, et que je ne vais pas me transformer, pour plaire à cette personne et pour la garder. Parce que du coup, je serai plus alignée avec qui je suis, ce que je crois, mes valeurs, mon authenticité. Mais par contre, je peux la remercier pour le parcours de vie, pour, l'apprentissage et lui souhaiter une bonne continuation et du coup, j'ai moins de douleur à me libérer de choses, de gens et et donc j'accède plus facilement au bonheur. Je crois que le bonheur, il y a vraiment une notion d'enseignement, de puissance personnelle et de lâcher prise. Le lâcher prise ne veut pas dire se foutre de tout, hein, et se dire: «Oh bah, voilà, je me laisse vivre et cetera, puis advienne que pourra». On met des actions en place, simplement on est moins accroché aux résultats, on est moins accroché, à au fait que ça réponde, en fait. Donc voilà, je dirais vraiment que le bonheur passe par plein de choses. Donc on a parlé de l'enfant intérieur, on peut parler du pardon, on peut parler de la puissance personnelle, on peut parler aussi, hem de l'expérience. Je crois que, plus on arrive à transformer les expériences que l'on vit, plus on arrive à activer cette notion de bonheur. Pour moi, hein, parce que tout d'un Mmh. coup, et c'est pour ça qu'aussi je trouverais ça pompeux de dire: «Moi aujourd'hui j'ai cette expérience et cette, ouais cette expérience de la vie, mais j'ai 48 ans». Et je pense que c'est aussi intéressant, alors oui, du coup, ça me rend inspirante pour certaines personnes. Je n'ai pas toujours été avec cette même philosophie quand j'avais 20 ans, parce que j'avais pas expérimenté les mêmes choses, j'avais pas eu le même vécu, j'avais pas autant, travaillé sur moi. Donc je crois que, l'idée de faire ce genre de conférence, c'est pour, inspirer les gens, c'est pour qu'ils retiennent quelques brides de leur propre transformation, et aller vers la quête de leur propre notion de bonheur et de garder déjà s'ils arrivent à attraper deux trois trucs qui leur parlent, c'est super et surtout de plus être dans la comparaison. Moi, aujourd'hui, j'ai cette expérience et j'ai encore plein de choses à découvrir dans la vie. Ça fait pas du tout de moi, un Bouddha ou un bodhisattva. C'est simplement parce que j'ai traversé beaucoup de tempêtes et beaucoup de naufrages et que je me suis pris certains murs en pleine tronche et donc du coup aujourd'hui, je crois que, je crois que oui, il y a une forme de résilience et de bonheur et je crois aussi que lorsqu'on pratique le chamanisme, on a une autre vision du monde qui nous entoure. Le chamanisme est très relié à la nature et je sais qu'il y a beaucoup d'images de gens, complètement perchés avec des tambours et des plumes. La personne qui m'a formée, elle insiste énormément sur le fait que c'est vraiment une pratique très ancrée, c'est très ancré dans la terre, le chamanisme. Donc oui, il y a des tambours. Le tambour, clairement, ça nous permet de passer en EMC, en état modifié de conscience. Donc on peut le faire au travers du breathwork, on peut le faire au travers de l'hypnose, on peut le faire au travers de plein de choses, en fait, même de la sophrologie, enfin voilà, c'est des façons de passer en état modifié de conscience à plus ou moins différents degrés, hein, pour justement couper le mental et accéder à notre âme ou en tout cas une autre partie de nous-mêmes, hein. Donc le tambour a cette vocation et les praticiens en chamanisme l'utilisent pour accompagner, les gens à justement passer dans cet état modifié et de lâcher un peu le mental et eux vont l'utiliser pour naviguer entre les mondes, pour aller, se connecter aux esprits, négocier avec les esprits, ramener des informations, faire des recouvrements d'âme, des extractions, et cetera et cetera. Le chamanisme, moi, encore une fois, j'étais très, très cartésienne.
Donc la naturopathie déjà m'a reconnectée à mon corps de façon holistique et non plus symptomatique, donc je n'étais plus un foie douloureux ou, des kilos en plus, mais j'étais un tout et ça a été très salvateur et du coup ça m'a emmenée vers le développement perso et hem et tout ça m'a préparée à, à l'entrée dans le chamanisme. Je pense que, je sinon moi ultra cartésienne, si je m'étais pas tapé cette crise d'angoisse et toutes ces remises en question, je pense pas que je serais allée vers le chamanisme et le chamanisme, c'est tout d'un coup, pour en avoir discuté avec des personnes qui ont accès à ce plan-là, c'est tout d'un coup comme si, au lieu de voir la vie en noir, gris et blanc, on la voyait en multicolore. Tout d'un coup, on traverse plus la forêt de la même façon, on est très connecté aux éléments, tout devient, symbolique, tout devient, cérémonie et je crois vraiment qu'arriver à élargir son champ de vision, arriver à se connecter à l'esprit de la forêt, à l'esprit des oiseaux, rajoute une magie, vient connecter justement à notre enfant intérieur, à la notion d'émerveillement, mais du coup rend ce monde beaucoup plus vaste, beaucoup plus doux et donne une notion d'accès au bonheur. Moi, je crois que vraiment ça a été, le switch intégral, pour basculer dans un bonheur qui perdure, au-delà des éléments extérieurs. Mmh. Merci beaucoup Audrey. Alors justement, quand on parle, de bonheur, on parle aussi, de vivre ce qu'on désire et c'est notamment ce que tu nous proposes lors de ton atelier du mercredi 19 juin, le pouvoir des synchronicités pour attirer à soi ce qu'on désire. Vous allez comprendre plein de choses dans cet atelier et aussi vivre un soin d'activation énergétique. Je vais te relaisser la parole dans quelques instants, Audrey, pour nous en dire davantage sur ce qu'on va voir et ce que ça va nous apporter. Et pour toutes les personnes qui sont là en direct, je vous mets le lien dans le chat pour pouvoir vous inscrire. Et pour les personnes qui vont regarder en replay, le lien est simplement juste en dessous dans la description sur YouTube et en bas de la page sur la page du site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et sachez que pendant les 15 prochains jours, il y a vraiment une tarification particulière, c'est-à-dire que l'atelier est à 34,50 € au lieu de 57 €. Donc c'est le moment, là, pendant 15 jours, de vous dire: «Allez, c'est bon, j'ouvre les portes, du bonheur, j'ouvre les portes aux synchronicités et j'attire à moi ce que je désire». Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cet atelier, Audrey? Alors dans cet atelier, on va déjà essayer de comprendre la puissance créatrice de notre mental, pour vraiment attirer ce que l'on désire profondément. On va essayer de comprendre aussi, la puissance de l'énergétique dans cette notion d'attraction de ce que l'on désire vraiment. Comprendre comment on peut lever les obstacles qui viennent nous limiter justement, dans notre propre expansion. Ouvrir aussi, les portes, de notre propre magie intérieure, un peu comme on ouvrirait un frigo pour venir se servir. Hem, Accueillir aussi la magie des synchronicités, que ce soit, dans son entrepreneuriat ou dans sa vie personnelle et effectivement, il y aura un soin d'activation, énergétique pour accompagner. Je crois qu'en Occident, on a vraiment besoin d'abord de comprendre, donc on fera cette partie de compréhension intellectuelle sur, c'est quoi finalement le pouvoir des synchronicités? Comment on peut, réellement attirer à soi ce que l'on désire? Et derrière de vivre l'expérience, énergétique, de sentir finalement cette activation énergétique qui va faire que et ce sera intéressant d'être dans l'observation les prochaines semaines de ce qui, des synchronicités qui vont pouvoir aussi se mettre à vous. Donc ce sera une vraie expérience à vivre, en instant T, lors de l'atelier, mais également dans les semaines à venir. Souvent, lorsqu'on a des soins énergétiques ou des soins chamaniques, on a des vibrations qui continuent, pendant, plusieurs mois et qui continuent à se mettre en place et c'est surtout aussi une occasion, si cela, vous parle, de venir changer justement la vision que vous avez, de ce que vous souhaitez attirer à vous,
la vision de ce que vous de ce que vous avez de vous-même et la vision de la vie pour commencer à faire ce switch en vous-même et être vraiment, plus aligné à la fois intellectuellement et vibratoirement sur ce que vous désirez et de comment, les synchronicités peuvent se mettre en place pour, vous donner, ce que vous désirez. Je crois que c'est important de comprendre que l'univers, la source, peu importe comment on va le dire, nous aime tous de la même façon et que donc il y a pas des gens qui méritent plus les uns que les autres. C'est simplement une, de comprendre comment fonctionnent les synchronicités. Voilà. Merci beaucoup Audrey. Alors, je rappelle cet atelier pour les personnes qui se poseraient la question, sur la date. Par exemple, si vous n'êtes pas là, si vous êtes absent à cette date, eh bien, vous pourrez revoir cet atelier en replay autant de fois que vous le souhaitez. Et si vous dites: «Oui, mais je ne suis pas en direct», alors si j'ai des questions, que je ne comprends pas certaines choses, je ne pourrai pas les poser dans le chat. Oui, en effet, vous ne pourrez pas les poser dans le chat en direct. Cependant, vous pouvez, eh bien, les mettre, de côté et puis, poser, les questions à Audrey par la suite si jamais il y a des questions. Vous aurez son contact, dans votre espace client. Donc voilà. Vous pouvez venir soit en direct, soit en replay. C'est OK pour les 2 et ça sera la même chose dans le sens où il y aura les mêmes bénéfices pour les 2 formes. Voilà, ça c'est une parenthèse, un peu pratico-pratique, mais c'est important aussi de le rappeler. Hem, Audrey, tu nous parlais de bonheur Mmh. et tu nous parlais aussi, dans la description de cette conférence, eh bien, de réécrire l'histoire. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé, Mmh. dans le sens où, le passé, c'est jamais une punition. C'est, au pire, si on doit utiliser un enseignement, en fait et c'est en ça qu'on peut réécrire l'histoire. C'est pas parce que, c'est pas parce qu'on a été blessé, c'est pas parce qu'on est issu d'une certaine famille qu'on on peut pas, réinventer sa vie, en fait et d'ailleurs, c'est même pas réinventer sa vie parce que ça voudrait dire que c'est un peu comme on dit: «Bon, je commence une nouvelle vie». En fait, non, c'est, on la prolonge, mais ce que je veux dire par là, c'est, on peut réécrire déjà, son la vision qu'on a de son passé. Si on est sur une vision très quantique, mais là, c'est un peut-être un petit peu pointu, il y a pas d'espace-temps, en fait. L'espace-temps n'existe pas, donc on peut venir aussi, réécrire notre passé en le rendant moins douloureux, en, en sentant finalement que la vision qu'on a de notre passé peut être réécrit avec d'autres subtilités qui vont faire que ce soit plus léger et réécrire l'histoire, c'est, lorsque qui je suis lorsque finalement je ne suis, plus définie par qui je suis. Donc je vais le redire autrement. Finalement, si j'arrête d'être, Audrey Carsalade, coach, et que je me réveille, et que j'ouvre les yeux, qu'est-ce qui me définit? Qui je suis en fait? Et qui j'ai envie d'être? Et donc je peux réécrire l'histoire parce que je ne suis pas, alors je suis le résultat de mes croyances, je suis le résultat de mes schémas, je suis le résultat de mes actions. Simplement si je commence à travailler sur mes croyances, si je commence à changer mes actions, mes modes de pensée, mes modes de réaction, alors je peux complètement changer ma vie en fait, si elle ne me convient pas. Et c'est ça Mmh. qui est assez magique, c'est que nous sommes pas condamnés à rester, cette identité si elle ne nous convient pas. On peut complètement évoluer, on peut complètement, métamorphoser sa vie et c'est en ça où j'aime bien la notion de réécrire l'histoire avec cette notion quantique, on peut venir réécrire le début de son histoire. Mais réécrire l'histoire, c'est-à-dire que rien n'est engrammé et que donc on a la possibilité à tout âge de réécrire la suite, avec, un stylo rose à paillettes si on le souhaite, en fait et C'est ça, pour et du coup dans le futur, dans le exactement présent et dans le et futur. même dans le présent, et Mmh. même d'avoir une autre vision de notre passé. On peut aussi réécrire le passé, hem, des traumas qu'on a vécus finalement lorsqu'on on les a digérés, on peut avoir une autre lecture.
Souvent, on peut être, très jugeant envers nos de souvent. Parfois, il arrive qu'on soit jugeant envers nos parents. Parfois les liens mère-fille sont pas simples. Peut-être que les re les liens, mais je le vois souvent, avec mes coachés, hein. Et et finalement, lorsqu'on encore une fois, on sort de nos propres blessures, on se rend compte que nos mères, nos éducateurs, heu, avaient des éducateurs qui étaient encore plus sévères, qui avaient encore plus de croyances et que déjà ils ont fait un job incroyable. Et de ce fait-là, commencer à pardonner, commencer à comprendre l'autre et réécrire l'histoire de notre souffrance, de nos douleurs et et peut-être aussi se débarrasser de ces de certaines formes de fardeaux. Donc c'est aussi ça, réécrire l'histoire. Et réécrire l'histoire, c'est de se dire que, aussi traumatisant ait pu être, mon passé, je peux, réécrire un petit peu l'histoire à l'intérieur pour qu'elle soit plus douce pour moi, que je la digère peut-être un peu plus facilement et surtout, faire la paix pour pouvoir, vivre aujourd'hui avec davantage de bonheur au quotidien et pas être condamnée à être issue de mon passé. OK, c'est Voilà. bien clair. Je trouve que c'était aussi intéressant de revenir à un peu Tout à là-dessus, fait, ouais. Mmh. sur le fait de réécrire l'histoire. Ce n'est pas forcément alors, c'est en effet la perception que l'on a, de notre passé et c'est surtout qu'à tout moment, eh bien, on peut, oui, alors c'est pas réécrire une nouvelle histoire, hein, enfin une nouvelle, vie, mais continuer Tout à fait. avec, une autre, vision, une autre posture et donc qui va donner aussi des choses différentes à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Mmh. On a énormément de choix, en fait. Hem, j'ai des exemples de personnes qui ont vécu des ruptures amoureuses où elles se voyaient déjà, ça faisait peut-être, 20 ans qu'elles étaient avec la même personne, ou au moins 15 ans, et du jour au lendemain, ça s'est arrêté et tout s'est effondré, en fait. Et et cette personne, elle a fait le choix de elle avait acheté, finalement, 2 billets pour partir, en vacances avec son amoureux. Finalement, elle est partie toute seule à l'île Maurice, donc ça a été très dur, mais elle est partie. Et en fait, elle a fait tous ses bagages. Elle est jamais rentrée. Et donc elle est passée, par l'île Maurice, elle est allée voir une de ses copines à Hong Kong et puis elle a atterri à Bali et elle a réécrit l'histoire et aujourd'hui elle est mariée avec un enfant et elle a une vie, et finalement, je me souviens de cette personne qui rêvait de voyager 6 mois par an, qui rêvait finalement d'être un petit peu, cette personne qui vit la moitié de l'année à l'étranger, et elle avait un compagnon qui était pas du tout dans le même délire. Et aujourd'hui finalement, Hem, elle a transformé, ce gros, gros traumatisme pour elle, parce que c'était son amour d'adolescent, enfin voilà, c'est quelque chose qui était énorme, en quelque chose de magique et au final qui est beaucoup plus aligné avec qui elle est, et la personne qui est son mari aujourd'hui, hein, est beaucoup plus alignée et elle vit là où elle a toujours voulu vivre finalement. Donc c'est en ça où on peut complètement réécrire l'histoire, c'est qu'on peut transformer, et c'est en ça où ça devient de la puissance personnelle, hein. C'est qu'on peut transformer non seulement, le chaos en étoile, mais en plus, on a une clé de compréhension sur ce qui s'est passé. On a travaillé notre résilience, on a travaillé une de nouvelles compréhensions de ce qu'est, l'amour, et finalement on a appris à se connaître hors couple et à savoir ce qui était plus juste pour nous, et on a attiré une autre personne et cetera. Mais ça, c'est les synchronicités dont on parlera dans l'atelier. Tout à Voilà. fait et hem, alors c'est assez large la question que je vais poser, mais c'est vrai que quand on est peut-être dans une situation où finalement, notre intellect s'accroche aussi à tout ce qui s'est passé dans le passé, au fait que, bah, on n'a pas de preuves en fait, entre guillemets, que ça pourrait être possible autrement, dans le sens où on l'a pas encore vécu. Je sais pas si tu as déjà, mais souvent c'est ce qui arrive, on accompagne, des personnes et on s'accompagne aussi, nous-mêmes avec, des fois selon, les domaines de vie, une envie et puis en même temps on se dit: «Ouais mais, comment c'est possible?» parce que de toute façon jusqu'à présent ça s'est pas présenté, ça s'est pas fait, j'ai pas réussi. Et on a des difficultés à croire que ça peut être autrement et ce qui fait qu'après on reste avec ce côté, bah, oui, bah, de toute façon,
Si ça pouvait être autrement, ça le serait peut-être, déjà et cetera et puis, on va comme ça tourner un peu en rond. Qu'est-ce qui pourrait être, possible? Parce que là, c'est des on dit: «Oui, OK, c'est possible de réécrire l'histoire», mais concrètement, par exemple, on fait quoi? Ça serait quoi un premier pas? Bah, concrètement, ça c'est une phrase, toute faite que j'ai déjà beaucoup Mmh. entendue en coaching, mais c'est fou de penser qu'on peut avoir un résultat différent en faisant les mêmes actions. Mmh. Mmh. C'est déjà de base, hein. Comment espérer avoir un résultat différent si je me comporte de la même façon? Si je suis Mmh. tous les jours, à faire la gueule, hem, à penser que les gens sont tous des cons, que la vie c'est de la merde, je vais émettre une énergie, hein, vibratoire, Mmh. mais même dans ma posture, même dans mon faciès. Au bout d'un moment, les gens sont marqués, hein, ils ont un visage qui reflète. Quand on est jeune, on peut cacher qui l'on est. Quand on vieillit, Mmh. le visage va refléter un petit peu, hem, si on a les rides du lion, si on est, si on a souvent les dents serrées et cetera. Hem et donc je dirais que la première des choses pour essayer un petit peu de calmer ce mental, c'est, quelque chose qui est peut-être pas simple, mais en tout cas qui peut être intéressant, c'est la méditation. C'est de venir faire un peu le calme mental. Parce que notre cerveau a tendance à se nourrir de fins du monde, d'histoires sordides, hem, de loups qui dévorent la bergère, en fait. Et donc, on Mmh. a tendance à aller regarder, hem, toutes les histoires où ça s'est mal terminé. Toutes les choses qui sont moi, je me souviens quand je suis partie, quand j'ai quitté, le monde de l'entreprise, heu, ma boss, elle disait que tous les gens qui partaient, c'était forcément des gens qui se faisaient virer. Ils retrouvaient jamais rien. Retrouver que des trucs pourris et que quand je suis partie parce que du coup, bah, je me suis retrouvée comme, en face d'elle en partant avec une négociation très correcte et puis de ma propre volonté, ça s'est très, très bien passé avec l'entreprise. Moi, j'étais l'exception. Donc déjà le mental est formaté et en même temps, je peux même pas lui en vouloir parce qu'elle a passé toute sa carrière dans cette, entreprise et elle a construit cette croyance qu'ailleurs, c'était horrible. Et qu'il y avait que cette entreprise et donc ça l'a aidée à supporter toutes ces frustrations, ces aigreurs, tous ces moments où elle aurait voulu monter et puis elle est restée, à stagner, où elle a attendu 20 ans pour avoir un poste à peu près correct pour elle et donc elle a construit ce truc-là. Mais elle a nourri la bête de: «Ailleurs, ce sera horrible». Alors bien sûr qu'on peut, rompre un CDI pour, aller dans une autre entreprise et se casser la tronche et que finalement ça se passe pas bien. Mais ça peut aussi très bien se passer. Et on a aussi la capacité de rebondir et d'aller, chercher ailleurs si ça ne nous convient pas. Mais au moins, nous, on aura eu l'élan de courage d'essayer autre chose. Et je crois que lorsque on parle souvent des trapèzes, de lâcher un trapèze pour attraper un autre, il y a une très belle, un très beau, poème, en tout cas une très belle, Oui. citation moi que je connaissais en anglais, mais qui doit sûrement être traduit en français. C'est qu'on est sur un trapèze et puis, ce trapèze, il avance, il recule comme ça. Mais on est bien, on est confort, on le connaît par cœur ce trapèze. Mais on sent bien qu'on commence un peu à s'ennuyer. On connaît le rythme par cœur, il se passe rien et on voit un autre trapèze à quelques mètres de là et on voit que ce trapèze vraiment il nous fait de l'œil, hein. Il est un petit peu nos envies, nos pulsions de vie, ce qui va nous donner, de la passion, en tout cas, il nous appelle vraiment et on a envie de lâcher notre ancien trapèze qui nous fait suer pour attraper ce nouveau trapèze. Mais au milieu, il y a les quelques secondes où on saute dans le vide. Et ces quelques secondes, elles font extrêmement peur parce que c'est l'inconnu. Et lorsque je vais attraper ce nouveau trapèze, donc il y a le fait de sauter et d'attraper le trapèze. Et là, on peut vraiment se faire accompagner. En coaching, en chamanisme, en sophrologie, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent vraiment nous accompagner à venir calmer cette peur, à venir rationaliser ce qui se passe, à venir préparer si je souhaite quitter une entreprise, si je souhaite, mettre quelque chose en place. Je peux aussi venir rassurer, mon système nerveux, qui je suis, parce que c'est une zone de protection et travailler à la fois sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, sur le plan de la santé mentale et du stress et en même temps de mettre des actions concrètes qui vont m'amener jusqu'à me sentir suffisamment en sécurité pour attraper l'autre trapèze. Mais la bonne nouvelle, c'est que le jour où vous avez eu le courage de lâcher
le premier trapèze pour attraper le deuxième, votre vie sera à jamais transformée. Parce qu'avoir eu le courage d'avoir rattrapé ce nouveau trapèze, moi pendant des années, je suis une ancienne parisienne, je travaillais dans une maison de luxe, j'avais tous les critères, au vert, extérieurs. Quand j'ai réussi à lâcher cette entreprise où tout le monde me disait: «Mais, une entreprise pareille, mais il faut être fou pour la quitter». Et que j'ai attrapé mon autre trapèze et que je me suis retrouvée sur la Côte d'Azur, à recommencer finalement, une nouvelle vie. Cette audace dont je ne me pensais pas capable m'a nourrie pendant des années et à chaque fois que j'avais peur, je me dis: «Attends, cocotte, tu as tout lâché pour venir t'installer, sur la Côte d'Azur, tu as tout pl». J'ai plaqué, bah, ma famille restée là-bas, mes amis, mon ancien amoureux, ma vie sociale, tout est resté là-bas et donc je dis pas que tout a été rose, mais ça a été un sacré, levier d'apprentissage et surtout, je trouve que, c'est du coup, ça devient un cercle vertueux. Tout ne va pas fonctionner, mais tout ne fonctionne jamais dans la vie comme on l'a décidé. Si vous êtes pas profondément moi, si j'étais pas profondément alignée sur le fait d'attraper ce trapèze qui est de: je change de vie parce que je ne supporte plus de vivre à Paris, que mon système nerveux est saturé, que je n'en peux plus de vivre à Paris et que donc j'ai pas d'autre choix que d'avancer. J'aurais fait machine arrière. J'étais seule, je savais pas ce que j'allais faire, j'avais aucune idée de reconversion, donc j'ai eu plein de doutes, plein de peurs, hein. Simplement, j'ai été tenue parce que j'ai osé lâcher et attraper ce nouveau trapèze et parce que j'avais une pulsion de vie d'aller découvrir qui j'étais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le travailler avant de lâcher ce trapèze et de pas faire n'importe quoi pour après être en angoisse, mais de le conscientiser et de se dire: «OK, ça fait 20 ans que je suis en couple, mais vraiment ça va plus du tout». Et j'ai envie de le quitter, mais j'ai peur. J'ai peur financièrement, j'ai peur sentimentalement, j'ai peur parce que c'est, qui je suis sans cette personne-là, parce que c'est aussi, lorsqu'on reste longtemps en couple, c'est une on se fond un peu dans l'autre parfois et on peut se faire accompagner pour, voir si c'est vraiment ça qu'on veut ou si finalement et moi je j'ai aucune clé de jugement ou si finalement, je sais pas, on se prend un amant chacun et puis on est quand même bien à vivre ensemble, pourquoi pas? Après tout, on peut s'inventer cette vie-là. Ou finalement, ben, je décide de rester parce que, j'ai tout le confort et c'est OK pour moi, mais quand même je me fais suer donc je vais me trouver une passion pour, continuer finalement à nourrir ma vie ou alors non, vraiment je me sépare. Mais du coup, c'est intéressant de se poser un petit peu pour se reconnecter à la vie qu'on a envie d'avoir parce qu'on n'a qu'une vie dont on se souvient et potentiellement, si vraiment ça nous terrorise, de le travailler. Pour se faire accompagner à lâcher et attraper le trapèze. Voilà, Merci beaucoup, Audrey, avec pour plaisir. cet exemple et cette image. Et j'espère que ça vous aura apporté beaucoup. En tout cas, je le suppose grandement et ça vous parle ou ça va vous parler sûrement pour tous les domaines. On arrive bientôt à la fin de la conférence. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que peut-être on peut conclure sur, cette image? Moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien la notion de trapèze parce qu'elle nous rappelle aussi que, je crois qu'on a ce dont on a le plus peur, c'est nos capacités. On est l'infini des possibles et donc, et puis aussi, le bonheur se définit pas par ce qu'on va réaliser, c'est encore une fois qui l'on est et tous ces choix potentiellement extérieurs de changement de vie ne sont qu'en fait, un levier pour venir nous réaligner à qui l'on est. Parce que finalement, lorsqu'on est heureux, puisqu'on parle, de cette notion de bonheur, vraiment de bonheur, l'extérieur a peu, d'emprise sur nous. Parce que c'est vraiment un état d'être. Je crois qu'il y a vraiment cette notion de on est dans une société du faire et l'idée, c'est de revenir à l'être. Et lorsqu'on s'arrête de faire et qu'on revient à qui je suis, comment je me sens, dans quelle étagère je me range et peut-être d'aller simplement, s'asseoir 2-3 heures en forêt, ce qui paraît parfois être de la folie dans nos vies, qui sont, tumultueuses. Alors on revient à l'être et quand on revient à l'être, on arrive sur ce chemin vraiment du bonheur, de se sentir, entier, vivant, de pouvoir,
prendre le temps d'observer, tout ce qu'on a, de qui l'on est, d'observer aussi le parcours, toutes nos zones de résilience, toutes nos expériences et et aussi de regarder, ce qui nous entoure avec, d'autres filtres, en fait. Je crois que vraiment la notion de bonheur, elle passe par nous et par les lunettes qu'on va choisir de porter. Voilà. Merci Audrey. Alors choisissez bien vos lunettes et pour vous aider à cela, il y a l'atelier, qu'Audrey vous propose le mercredi 19 juin. Ça vous aidera sûrement à changer vos lunettes et à changer surtout ce que vous allez voir à travers vos lunettes. Je vous souhaite une agréable soirée ou journée pour les personnes qui nous regardent en replay et à tout bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Merci encore Audrey pour tes partages. Merci à vous tous pour votre présence. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.